Mes salutations à vous tous, chers lecteurs, chers amis, chers compatriotes. Qu'il me soit loisible de faire la présentation du livre intitulé « Héritage d'années » dont certains d'entre vous auraient peut-être eu vent, mais qui, malheureusement après sa finalisation, a mis plusieurs mois, voire quelques années à sortir des fonds baptismaux. Ce fut une situation indépendante à la volonté de l'auteur, mais qu'il faut plutôt imputer, du moins en partie, à la pandémie du Covid-19. Héritage d'années est un ouvrage en 3 tomes. Il ne faut cependant pas le confondre avec l'héritage des damnés d'Isabelle Rosen-Marie. La similitude des titres est purement fortuite. Tout d'abord, ils doivent être nombreux à souhaiter connaître ce Charles Musabimana, auteur de Héritage d'années. J'ose avouer que parler de soi, même pour une autobiographie, est là une tâche souvent difficile. Et en particulier, que dire donc et que ne pas dire de ces vies ayant traversé les tourments et les pièges de la mort, dans ce Rwanda mordi au tendon et claudiquant, traversé par une myriade de lances de la haine et de la trahison et endeuillé par ses propres rejetons. Quiconque, même un nourrisson balbutiant ayant survécu à cette affreuse époque de fortes turbulences cauchemardesques, à ses péripéties hémorragiques et à ses hécatombes, sa biographie pourrait tarir plusieurs encriers. Vu sous cet angle et avec toute l'estime que je vous dois, je ne me crois donc guère être à mesure d'assouvir votre soif et une curiosité pourtant légitime. Parce que la modestie et l'humilité commanderaient que cette tâche soit réservée à d'autres. En effet, ne sont-ils pas les gens qui se parent de leurs plus beaux atours et convoquent toutes les solennités possibles à l'effet de se faire dresser un portrait canonique imprimé en des lettres de noblesse, comme s'ils étaient descendus droit de l'Olympe? Fort heureusement, l'auteur de Héritage d'années n'a rien du tout à se prévaloir comme profil mirobolant ni cursus enviable. Grosso modo, son mari et père n'a juste que fait ses premiers balbutiements du français et du latin au collège du Christ-Roi de Nyanza au Rwanda. C'est dans ce berceau mi-couvent, mi-laïque qu'inspiré, séduit et presque envoûté par la muse virgilienne, la scansion et la prosodie, il prend goût à la lecture et s'essaie timidement à l'écriture en simple amateur. Plus tard s'ensuivit un cheminement tortueux. Il est officier pendant les années fatales et eut le malheur de se frotter dans sa fleur de l'âge aux terribles malentendus dont, à cette époque, il ignorait presque les venants et les aboutissants et au cours desquels, en maints endroits, des pyromanes machiavéliques assouvissaient leur instinct criminel avec jouissance et pugnacité. Ce sont juste les feux du chaos, l'embrasement de la dynamique sociale et les discours fulminants de rage, œuvre de ces pyromanes, qui le tirèrent petit à petit du somnambulisme et de la naïveté. Le voici qui commence à peine à ne plus prendre des vessies pour des lanternes. Ce premier tome, chronique d'un conte de fées, que j'ai l'insigne honneur de soumettre à votre lecture, est une portée d'entrée qui nous invite à effectuer ensemble une randonnée, parfois périlleuse parce qu'elle réveille ou attise dans l'âme quelques chagrins dormants par ici et des rancœurs enveilleuses par là, une randonnée afin d'explorer les anfractuosités du labyrinthe de notre histoire chaotique, faite de drames et de tragédies, de complicités et de palinodies multiformes, de promesses fallacieuses et de déceptions outrées, et où, malheureusement, chaque Rwandais sans exception y a son compte suffisamment garni. À l'opposé de cette façade où foisonnent des graffitis sombres qui peignent nos douleurs vives, mais où l'on regrette une hiérarchisation des souffrances et une absence criante d'empathie réciproque, nous y découvrons, fort heureusement, comme des aluminures, quelques gravures d'espérance en un avenir paisible et réconcilié. À condition bien sûr de nous engager résolument dans cette bataille de la conscience pour la paix, l'égalité, la justice et le respect mutuel, à condition de nous ouvrir à l'autre et d'écouter tous ces cœurs qui soupirent sans en exclure un seul, en jetant le carcan imperméable de nos discriminations et de nos égaux, le dogmatisme ravageur et l'écuménisme idéologique, ainsi que les dénégations mémorielles. Et in fine,
en reconnaissant les beautés et les forces dissimulées en l'unité dans la diversité des espèces. Mais tout ceci paraît hermétique et énigmatique, je suppose. Il faut simplement retenir ceci, tout en estimant qu'un début de clarté, de satisfaction viendra de la lecture du tome tout entier. Plus concrètement donc, ce premier tome nous transporte à travers une histoire d'amour entre Achille Kabalisa, un Hutu, et Bérénice Nyiratunga, une Tutsi, dans laquelle se révèle en miniature une problématique sociétale faite tabou, la controverse ethnique. Il nous fait ainsi découvrir le portrait vivant d'une idylle confrontée à cette réalité, alors que vu du dehors, un brassage semblait, au fur des ans, avoir estompé rivalité, animosité et méfiance d'antan, pour laisser ici et là quelques estampilles de symbiose, de concorde et de convivialité. Pourtant, sous des eaux apparemment tranquilles, se camoufle une immense partie immergée de l'iceberg. L'annonce des fiançailles des deux turteros met à nu la réminiscence de farouches antipathies ethniques que les ennuis politiques tentaient d'inhiber, sans pourtant parvenir à encurer totalement les flétrissures dues aux stigmatisations violentes et à l'ostracisme des uns par des autres, ni lénifier les meurtrissures très visibles sur cette épave aux profondes fissures d'une société fragmentée par la guerre et ses effets néfastes. Leur mariage combattu laisse dans son apothéose les premiers filaments de douleur vive par le suicide de la mère de Bérénice. Le tome s'achève sur une plaidoirie vibrante en faveur de la fraternité humaine. C'est le discours sur la diversité où se prêche solidarité, partage et complémentarité des espèces. Il faut donc valoriser les facultés invisibles cachées dans cette beauté plurielle, comme celles que dégage l'ensemble floral de notre écosystème. Inutile de nous disputer pour raison de la variété des coloris. La diversité n'est autre que l'expression naturelle du beau et du sublime. C'est le produit né de l'accouplement naturel entre le jour et la nuit pour donner toute la magnificence de l'aurore et du couchant, si je me permets de paraphraser ici Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné. C'est pareil à la beauté de l'orme et son joli bois, ou à la sève de l'orcie qui, malgré ses dards, conserve en elle d'excellentes vertus thérapeutiques. La suite. Prenons donc rendez-vous à la sortie du deuxième tome, ensuite du troisième, qui sont déjà tous prêts. Je vous en souhaite bonne lecture et bonne digestion.